Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos qui m'a beaucoup été demandée. On va aborder tout ce qui va concerner les maux / maladies divers concernant bébé. Des traitements naturels le plus souvent possible pour rendre confortable le bébé, les conseils pour les éviter, pour éviter les complications, etc. etc. L'idée, ça va être aussi de proposer des sources fiables scientifiquement, parce qu'on entend à peu près tout sur ces questions-là. Le but, ça va être aussi de déculpabiliser les parents, les jeunes parents, les futurs parents, les discours de l'entourage, de la famille ou même de gens lambda à qui on n'a rien demandé. Je vais commencer par illustrer tout ça avec une histoire qui m'est arrivée quand j'ai eu ma première, donc Inès, qui va avoir 9 ans. Donc je reprécise, désolée pour ceux et celles qui le savent déjà, mais donc je suis médecin, j'ai suivi des femmes enceintes et des nourrissons. Enfin, je suis, parce qu'on me demande si je travaille encore. Oui, je travaille encore. Donc je suis des femmes enceintes et des nourrissons depuis plus de 10 ans, et je suis maman de 3 ans. Et donc, la petite story time. Inès, donc mon aînée, a 1 mois environ. Je précise qu'elle est née fin décembre, donc en pleine saison des bronchiolites, des gastro-entérites, etc., etc. On est chez le meilleur pote de mon mari, qui a une nouvelle compagne que je n'avais jamais vue de ma vie. Inès est dans mes bras, elle veut la prendre. Je dis ok, pas de problème, mais elle est toute petite, elle est hyper fragile, est-ce que tu peux te laver les mains avant s'il te plaît? Et réaction de la nana en question, c'est ridicule, on surprotège les bébés, il faut qu'elle fasse son immunité. Et donc elle refuse de se laver les mains. Pardon, mais en fait, premièrement, non, les recommandations sont claires. Moins d'1 mois, c'est ultra fragile sur le plan immunitaire. Quand je bossais en pédiatrie, on avait plusieurs stades de fragilité. Moins d'1 mois, ultra fragile, moins de 6 semaines, très très fragile, et puis après on avait moins de 3 mois, et après on se détendait. Donc non, une gastro-entérite à 25 jours, c'est chaud. Une bronchiolite à 20 jours, une coqueluche à 15 jours, j'en ai déjà vu, et franchement, ça fait énormément de peine. Ils sont branchés de partout, ils donnent vraiment l'impression d'étouffer. C'est vraiment triste. Et franchement, je préfère qu'elle croise ses germes plus tard. Deuxièmement, il n'y a pas de preuve qui montre qu'un bébé qui n'a pas été exposé à la collectivité avant l'entrée en école, par exemple, fait qu'il va être plus malade derrière. Non. Je l'ai vécu personnellement, puisque mes 2 grandes ont été gardées par une assistante maternelle qui gardait quasiment que elles, et elles n'ont pas été plus malades que ça à leur entrée à l'école. Et troisièmement, en fait, on se connaît pas. Bref, je me souviens plus trop de comment ça s'est fini. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais passée pour la relou de service et que ça m'avait un peu gênée. Mais le message, là, avec presque 10 ans de recul, après avoir vu toutes les complications graves que ça pouvait donner, le message que je veux passer, c'est que si vous n'avez pas envie que votre bébé de 10 jours soit baladé de main sale en main sale, c'est votre droit. Ne vous sentez pas gêné de faire valoir ce droit. Après, je vais temporiser aussi. Moi, j'ai peut-être un point de vue biaisé, où je vois les cas où ça se passe pas bien. Donc je vais vous citer un peu plus tard dans la vidéo des conseils raisonnables pour limiter ces risques, sans s'arrêter de vivre, sans s'arrêter d'avoir une vie sociable, etc., etc. Parce que continuer ce genre de choses, ça va être important pour ceux et celles qui en ressentent le besoin. J'en ai notamment parlé dans ma vidéo sur le postpartum. Donc ça va être intéressant d'aborder plein de notions autour de tout ça, pour encore une fois, comme je le fais très souvent dans mes vidéos ou en consultation, que vous puissiez gérer par vous-même et adapter en fonction de votre situation. Donc sujet du jour, la rhinopharyngite de bébé, et aussi donner pas mal d'éléments autour de tout ce qui va être bronchiolite du nourrisson. Donc rhinite égale rhume égale inflammation du nez. Elle est due à un virus, donc il y en a plein, rhinovirus, adénovirus, etc. Et puis en pratique courante, on va pas les rechercher parce que ça va pas avoir beaucoup d'intérêt. Un rhume, c'est bénin, ça guérit tout seul. Même si parfois ça dure, on sait. Et on va avoir d'autres virus comme le VRS. Donc ça va être un virus qui peut être virulent, qui peut donner des bronchiolites chez le bébé. Et on va aussi avoir des virus type influenzé. Ça va être les virus responsables, notamment de la grippe. Donc dans certains cas, ceux-là, on va les rechercher parce qu'on sait qu'il y a un risque de complications derrière. Ensuite, rhinopharyngite, c'est quand ça atteint également la gorge. Toujours viral également. On va avoir le nez qui coule, ou alors bouché, des éternuements, un petit mal de gorge, une toux, etc., etc. Angine, c'est quand ça atteint les amygdales. Et avant 3 ans, théoriquement, c'est viral également. Laryngite, c'est quand ça atteint le larynx, où se trouvent les cordes vocales. Et donc on va avoir un bambin qui va avoir une voix rauque, une toux aboyante. Ça, typiquement, quand je faisais des gardes aux urgences pédiatriques, c'était le grand classique, la laryngite de 3 h du matin, qu'on reconnaissait dès la salle d'attente. La bronchite, c'est quand ça atteint les bronches. Et donc la bronchiolite, c'est quand ça atteint les petites bronches, qu'on appelle les petites bronchioles. Et c'est viral aussi. Et donc, pourquoi on parle autant de la bronchiolite? Pourquoi on la redoute autant?
parce que parfois, elle va donner des complications respiratoires, ça peut fatiguer bébé, ça peut les empêcher de s'alimenter correctement, ça peut aussi donner des surinfections bactériennes. Donc oui, vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons-là, vous avez le droit d'être un badass. N'hésitez pas à dire quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser dans les commentaires. J'en profite pour dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner si c'était des thématiques qui vous plaisent. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est hyper motivant, donc je vous remercie. Et donc dans le cas de la bronchiolite, chez le tout petit, pour le coup on va souvent faire un prélèvement pour voir s'il s'agit du VRS. Parce que donc, on sait que ça va être un virus très virulent. Et donc, si on le détecte, on va vouloir surveiller de très près l'enfant. Et à l'inverse, si la recherche de VRS est négative, on aura tendance à être un petit peu plus rassuré en expliquant bien les mesures de surveillance aux parents, en vérifiant qu'ils les ont bien compris, si l'enfant n'est pas trop petit, en restant joignable, etc. Pour ceux qui ont peur de déranger, parce que j'en vois plein quotidiennement, vous ne dérangerez pas. Si vous avez un doute concernant votre bébé de quelques semaines, consultez. On ne vous en voudra jamais. Bon, sauf si vous tombez sur des gros cons, mais sachez que c'est vous qui avez raison. Donc vous l'aurez compris, VRS on n'aime pas, d'autant que chez l'adulte ou le grand enfant ça peut donner un simple petit rhume, quoique parfois ça peut aussi donner des rhumes cognés. Toujours mon expérience en pédiatrie, quand j'ai commencé, j'ai été malade en continu pendant 6 mois. Et quand c'était particulièrement le cas, quand j'étais particulièrement bien éclatée, je me souviens de mes chefs qui disaient « Là, ça doit être le VRS que t'as ». Et donc, ça peut donner un rhume chez l'adulte, un rhume chez le grand enfant. Ça peut aussi donner un simple rhume chez bébé, mais ça peut aussi donner des bronchiolites. Petite pensée, force aux bébés et donc aussi aux parents qui commencent la collectivité cette année et qui enchaînent les infections, on pense à vous. Nous, les professionnels de santé, on s'en rend bien compte. Donc la première ou les 2 premières années, on est malade en continu. Et puis à force d'avoir été exposé au crachat d'enfants en bas âge tout au long de l'année, ben, on finit par plus être malade. Et donc on va aborder toutes les mesures à mettre en place pour éviter tout ça. Et également les mesures, les traitements, une fois installés, comment on prend tout ça en charge. On en revient au début de la vidéo, un nouveau-né c'est très fragile. Donc mes conseils, que vous pourrez bien sûr adapter, ça va être limiter les visites. Perso, je n'avais pas souhaité avoir de visite à la maternité pour plein de raisons diverses et variées, mais le fait que bébé était si fragile en faisait partie. Je suis peut-être un peu extrême, je vous l'accorde. Avant, on était vraiment en plein hiver. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, encore une fois, n'hésitez pas à passer le message. Mais voilà, vous pouvez adapter aussi les choses. Si personne n'est malade, pourquoi pas, en adaptant les principes suivants. Si les gens sont malades, franchement, demandez-leur si possible de reporter leur visite. Alors, si c'est un grand frère ou une grande sœur ou un membre de la famille qui est malade, bah, c'est pas forcément possible, l'éviction. Mais dans ces cas-là, il faudra bien lui expliquer qu'il faut éviter les câlins, se laver les mains très régulièrement, utiliser du linge propre, des serviettes propres pour bébé, nettoyer les surfaces, je pense surtout aux poignets, en cas de toux ou d'éternuement, de bien le faire dans son coude, d'aérer la pièce régulièrement. Et donc si c'est impossible et que vous tenez absolument à la visite de tel ou tel proche qui est malade, donc s'il peut porter un masque, s'il peut éviter de porter bébé, bien sûr le risque existe quand même, mais ça permet de bien le diminuer. Autre conseil, évitez de fumer. Si vous le faites, faites-le vraiment à l'extérieur du domicile. Question qui revient très très souvent en ce moment, le vaccin contre la coqueluche. Pour la maman, on a dû vous en parler pendant la grossesse, et pour les proches, si ce vaccin date de plus de 5 ans. Là au cabinet, je vois beaucoup défiler de demandes de ce genre, et donc on revaccine. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. C'est un vaccin qui est très 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 ancien. On a vacciné des millions et des dizaines, des centaines de millions de personnes. C'est un vaccin qui est bien toléré. La coqueluche néonatale, c'est une maladie gravissime. Là, la balance bénéfice-risque, elle est ultra favorable, bien plus que n'importe quel médicament. Donc, pas de crainte, pas de stress, vous pouvez y aller. Et pareil, j'aurais tendance à vous préconiser de faire le vaccin contre la bronchiolite qui est disponible depuis quelques mois en France. Ici, on s'est vraiment empressé de le faire pour Gaspard. Question classique, est-ce que je peux sortir avec un tout petit bébé? La réponse est oui, tout à fait, le grand air, aucun problème. Il faut simplement éviter les endroits confinés, avec du monde, les centres commerciaux, etc. etc. Encore une fois, une question à risque de jugement de personnes à qui on n'a rien demandé, qui jugent qu'on sorte avec un si petit bébé. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est du fake. Ensuite, bébé est enrhumé, que faire? Alors, comme à chaque fois, si doute, consultez. Alors, si c'est l'unique symptôme, qu'il n'est pas trop petit, qu'il va bien, qu'il est en bon état général, qu'il n'a pas de changement de comportement, qu'il mange bien, qu'il n'a pas de fièvre, qu'il dort bien, ben, le fameux lavage de nez. Donc avec du sérum physiologique, le fait que ce soit salé va permettre d'aspirer
les sécrétions. Alors, la vidéo va être trop longue si je vous fais une démonstration, mais pareil, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et ça, on va préconiser de le faire avant le repas pour favoriser la prise alimentaire et avant le coucher pour favoriser le sommeil. Dans le rhume, ce sont donc des virus et il n'y a aucun traitement curatif. Les traitements vont être purement symptomatiques, ça veut dire pour soulager les symptômes, pour soulager bébé, pour le rendre plus confortable. On le répète, même si ça c'est de plus en plus connu, les antibiotiques n'ont absolument aucun intérêt, ni sur le rhume, ni sur la bronchiolite, en absence de complications bactériennes. Ça vraiment, ça sert strictement à rien, ça va juste risquer de flinguer sa flore, ou de le rendre résistant si jamais un jour on a besoin de le traiter contre une infection bactérienne cette fois et qu'il a eu des tonnes d'antibiotiques dans son enfance, le risque c'est qu'il soit devenu résistant et qu'on n'arrive plus à le traiter. Pas d'antitussif non plus, après des années et des années, je parle pour la France, dites-moi si c'était la même chose dans votre pays, à être élevé, littéralement élevé au sirop contre la toux, les parents sont un peu surpris quand on n'en prescrit pas, parce que tout simplement, premièrement, ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas. Deuxièmement, la toux peut être bénéfique pour chasser les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour les bronches. Et troisièmement, ça peut être dangereux. Donc ça fait pas mal de choses, donc non, c'est vraiment des choses qui ne sont pas préconisées. Quid de la kiné respiratoire, qui était un grand classique quand j'ai commencé mes études et qui le devient de moins en moins. On n'est pas sûr qu'il y ait un bénéfice. On va aussi proposer de surélever le plan du lit. Autre grand classique, on va préconiser de fractionner les repas si bébé a du mal à les prendre à ses horaires habituels. Ça veut dire des plus petites quantités, mais plus souvent. Humidifier si la pièce est sèche, un peu à l'ancienne, méthode de grand-mère, un bol d'eau chaude, peut-être à côté du chauffage pour essayer d'humidifier la pièce, ça va permettre de le rendre plus confortable au niveau respiratoire. Bien aérer la pièce, encore une fois, c'est très important. Pour les plus grands, donc après 1 an, le miel ça va être très intéressant, ça permet d'adoucir la sphère ORL et ça a une activité aussi antiseptique. Pour les plus petits, donc dès la diversification, on peut proposer des yaourts qu'on a mis auparavant au frais. Pareil, le froid, ça a une action antidouleur. Et donc les 5 signes que je préconise aux parents, qui doivent les amener à consulter rapidement, ça va être déjà une fièvre, mais ça vous le savez déjà peut-être. Toute fièvre avant 3 ans, c'est les urgences. Une gêne respiratoire, donc on va avoir un bébé qui soulève ses petites clavicules, qui ont les côtes qui se creuse, un trou au niveau ici de ce qu'on appelle la xiphoïde. Ça, je pense qu'on peut trouver plein de vidéos qui montrent ça sur YouTube. Alors, si les lèvres sont bleues, c'est même carrément le 15. Comme autre critère, on voit aussi une diminution de 50% de ce qu'il a l'habitude de prendre en termes alimentaires. S'il est en mauvais état général, il a un comportement bizarre. Si vous entendez siffler, ou tout simplement 6 doutes. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Et on se retrouve très bientôt. Bye!